modélisation et vous présenter. Monsieur, on vous entend pas. Votre micro est coupé. Vous avez coupé votre micro. Monsieur, il y a un souci avec le son. Essayez de rebrancher votre micro, on vous entend pas. Allô? Ah voilà. Oui, ça va mieux. Oh, on m'entend mieux? Là on vous entend, oui. Ok, c'est parfait. Donc n'hésitez pas si vous voyez qu'il y a une coupure de son, faites-moi signe. On essaiera de faire au mieux pour que ça passe correctement. Donc, comme je disais, c'est un petit peu dommage qu'on ne peut pas faire ce cours en présentiel, comme on dit actuellement. Bon, néanmoins, je vous invite à ne pas hésiter à interagir. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. Et bon, si quelque chose n'est pas clair, on le réexplique d'une autre manière afin de permettre à chacun de comprendre de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'un cours qui est intitulé Modélisation des systèmes de transmission. Vous voyez mon tableau comme ça? Oui, on voit le tableau Excel. D'accord. Donc, il s'agit d'un cours qui s'intitule Modélisation des systèmes de transmission et qui s'intègre dans l'unité d'enseignement signaux, systèmes et télécommunications. Donc, dans cette unité d'enseignement, vous allez apprendre principalement comment est-ce que on manipule des systèmes, des signaux, des systèmes, et comment est-ce que l'on transmet ces signaux entre différents systèmes. Alors, vous vous en doutez, pour manipuler des signaux, les signaux étant des éléments abstraits, pour manipuler les signaux, c'est à travers des outils mathématiques que ces signaux vont être manipulés. Et donc, ce cours est essentiellement un cours de mathématiques. Alors, il sera peut-être même plus cours de mathématiques dans sa partie qui est enseignée par Francky de Bruijn, étant donné que dans le cadre de ce cours-là, il va vous faire des exercices, donc il va vous montrer des théorèmes, démontrer des théorèmes, et vous faire des exercices de traitement des signaux, traitement analogique ou traitement numérique des signaux. Dans mon cas, je vais essayer, donc c'est un cours qui est dans la même lignée que le sien, donc les notions qui seront vues dans le cadre de son cours seront également abordées dans le cadre de ce cours-ci, si ce n'est que la distinction qu'il y a entre ce cours-ci et le cours de Francky de Bruijn, c'est que nous allons essayer d'apporter une dimension plus intuitive sur les concepts qui seront vus dans le cours de Francky. Une interprétation plus intuitive, c'est-à-dire que
on va moins se focaliser sur des formalismes mathématiques rigoureux. Bon, ces formalismes mathématiques seront bien sûr à la base de la démarche, puisqu'il s'agit de traiter les signaux. Et comme je vous disais tout à l'heure, la seule manière de pouvoir traiter les signaux, c'est en les manipulant de manière mathématique. Mais derrière cette mathématique, il y a toute une interprétation que je vais essayer de vous communiquer. Donc, ce que j'espère à la fin de ce cours-ci, c'est que vous puissiez également, donc non seulement aborder le problème de manière mathématique, mais aussi et surtout dans le cadre de cette partie ici de l'unité d'enseignement, acquérir une certaine intuition par rapport à ces mathématiques. Donc ça, c'est une première distinction de ce que nous allons voir dans le cadre de ce cours-ci par rapport à ce que vous allez voir dans le cadre du cours de Frankie De Bruyn. Une autre distinction est que ici, nous allons nous focaliser sur la manière avec laquelle les signaux et les systèmes sont modélisés pour résoudre des problèmes de télécommunication. Et donc, c'est en modélisant les signaux et les systèmes que l'on verra comment il est le plus judicieux de transformer ces signaux pour permettre de les transmettre d'un point à un autre. Et donc, on va essayer de voir comment les mettre en forme pour les émettre et ensuite, comment, les ayant reçus, on les remet en forme pour retrouver l'information qui a été émise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en télécommunication, donc l'émetteur transmet un signal qui est porteur d'une certaine information et au niveau du récepteur, en observant le signal que l'on reçoit, on essaye d'extraire l'information en question. Donc le signal n'est jamais finalement qu'un porteur d'information. Alors cette information, elle peut être numérique, elle peut être analogique, alors elle est bien souvent transformée du monde analogique vers le monde numérique, mais ce n'est pas exclusivement, enfin ce n'est pas obligatoire. Et puis elle est transmise de manière numérique, elle est reçue de manière numérique, elle est affectée généralement de bruit, et au niveau de la réception, donc il y a lieu de retrouver l'information à travers le signal bruité. Alors d'entrée de jeu, pourquoi est-ce que les signaux en télécommunication sont généralement bruités? Pour la bonne et simple raison qu'en télécommunication, on essaye de communiquer en émettant le moins d'énergie possible. Alors émettre le moins d'énergie possible pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est pour consommer le moins d'énergie possible, mais aussi pour ne pas perturber les autres. Généralement, le canal de transmission est partagé entre différents utilisateurs et plus on peut diminuer la puissance du signal émis, eh bien, moins on perturbe les voisins. C'est ainsi que quand on est dans une salle où il y a du monde, on essaie de parler pas trop haut, et c'est à l'interlocuteur à essayer de faire un effort pour comprendre, parce que si tout le monde élève le son, on n'a rien gagné parce que le niveau du signal va être d'autant plus élevé. Et pour un utilisateur donné, le signal qui est échangé entre deux autres utilisateurs est en fait vu comme étant du bruit. Et donc, comme on travaille en télécommunication avec un niveau de puissance le plus faible possible, eh bien, automatiquement, on se retrouve dans un scénario où le bruit n'est pas négligeable. Généralement, si le bruit est négligeable dans un système de télécom, c'est qu'on gaspille la puissance ou qu'on dérange les voisins. Et donc, le bruit va être une partie intégrante de nos signaux et va devoir être modélisé pour permettre d'extraire l'information utile à partir d'un signal reçu qui est en fait le signal émis plus le bruit. Alors quand je dis le signal émis, en toute généralité, le canal de transmission peut également introduire de la distorsion sur le signal émis. Donc le signal que l'on va recevoir, c'est le signal émis déformé plus du bruit.
C'est généralement le modèle, enfin c'est le modèle le plus général que l'on utilise en télécom. Donc, le signal reçu est constitué du signal émis déformé, donc qui a subi de la distorsion, plus du bruit. Et donc, l'objet de ce cours-ci est de modéliser tout ça afin de permettre de prédire quels sont les niveaux de puissance à utiliser, quelles sont les formes d'ondes à utiliser pour transmettre l'information et ainsi de suite. Enfin, tout ça va devenir beaucoup plus clair tout au long du cours. Donc ici, je ne fais que une petite introduction donc, qui situe ce cours-ci par rapport au cours de Francky de Bruijn. Et dans cette même unité d'enseignement, il y a un troisième cours qui est donné par Thierry Sartenaire et qui, lui, se focalise plus sur les modulations. Donc, dans le cadre de ce cours-ci, on va montrer comment est-ce que l'on peut transformer un signal pour le faire porter par une porteuse, un signal porteur. Et dans le cadre de la partie de ce cours donné par Thierry Sartenaire, vous verrez de manière beaucoup plus systématique comment est-ce que l'on met en œuvre ces techniques de modulation. Alors, avant toute chose, bon, j'ai peut-être oublié de me présenter. Donc, Francky de Bruijn, lui, est enseignant à temps plein à l'ECAM. En ce qui me concerne, mon activité de chargé de cours ou d'enseignant invité est une activité à temps partiel et mon activité principale est en fait une activité d'ingénieur système dans une société qui s'appelle Thales et plus exactement dans la division aérospatiale de Thales. Et il se fait que Thierry Sartenaire, donc, qui va vous donner le troisième cours de cette unité d'enseignement, travaille également dans cette division. Et nous sommes d'ailleurs très proches l'un de l'autre puisque nous travaillons à Louvain et les bureaux dans lesquels nous sommes actuellement sont à Louvain. La maison mère et la plus grande partie du personnel est à Charleroi. Donc à Charleroi, il y a à peu près 700 personnes dans cette société. À Louvain, on est une vingtaine, une trentaine, et il se fait donc que Thierry Sartenaire, qui va vous donner cours après en P1B, donc après la Toussaint, et qui travaille également à Louvain à son bureau juste en face du mien. Donc ça permet d'échanger des informations relatives à ces cours également. Donc, bon, pour me présenter un petit peu plus en détail, j'ai travaillé, je vais dire, une bonne quinzaine d'années dans le domaine des télécommunications. Alors, dans le domaine des télécommunications, je me suis beaucoup intéressé aux télécommunications par satellite et aux télécommunications radiomobiles. Et également les télécommunications sur les paires de cuivre, les télécommunications qui concernent les transmissions du type ADSL, VDSL, telles que celles qui relient votre modem aux centraux téléphoniques. Donc ça, c'est pour l'aspect télécommunication. J'ai également travaillé sur des amplificateurs embarqués sur des satellites. Et pour le moment, je suis plus impliqué dans des études systèmes pour des applications de lanceurs. En fait, un lanceur, c'est une fusée qui lance un satellite. Donc, généralement, une fusée qui lance des satellites, un ou plusieurs satellites, ou même des sondes qu'on envoie dans le système solaire. Eh bien, les fusées qui envoient des satellites sont appelées des lanceurs, au même titre que les fusées qui envoient des charges explosives s'appellent des missiles. Bon, toujours est-il que ici, nous nous intéressons plus particulièrement aux lanceurs de satellites. Alors, à Charleroi et à Louvain, nous travaillons principalement sur les équipements électroniques qui sont installés à bord de ces lanceurs et également, mais ça c'est
plus particulièrement à Charleroi, enfin je suis ici assez synthétique, une grande partie des activités à Charleroi concernent la production et la distribution d'énergie à bord des satellites. Et donc, cette société qui s'appelle Thales Alenia Space Belgique s'intègre dans le groupe Thales Alenia Space, dont la maison mère est à Toulouse, et il y a également d'autres divisions en Espagne, en Italie, il y en a également en Allemagne, en Angleterre. Et donc, c'est principalement dans le domaine de l'aérospatiale et des télécommunications que Thierry et moi-même travaillons. Et donc, c'est pour pouvoir, je dirais, échanger des connaissances en télécommunication, qu'on se fait un plaisir de prendre la charge de ces 2 modules de cours de l'unité d'enseignement signaux, systèmes et télécommunications. Alors, le responsable de l'unité d'enseignement complet est Francky De Bruyne, en tant qu'enseignant à temps plein à l'ECAM. Et donc, nous avons ces 3 cours qui seront évalués en janvier 2021, où, avec les facilités actuelles, vous pouvez passer les cours pendant différentes sessions d'examen. Alors, en ce qui concerne l'organisation globale du cours, donc il s'agit d'un cours, en ce qui me concerne personnellement, donc ma partie est un cours de 24 heures et il est prévu être dispensé en 16 modules d'1h30. Alors, à la grille horaire, donc, il est prévu d'avoir 3 modules d'1h30 tous les lundis après-midi. Et nous aurons donc 5 fois 3 modules d'1h30, plus au dernier cours, un seul module d'1h30. Alors, ce que je vous aurais proposé, plutôt que d'avoir 3 modules d'1h30 tous les lundis après-midi et le dernier lundi n'avoir qu'un module d'1h30, je vous aurais proposé, on avait fait ça l'année passée, généralement les étudiants étaient plutôt demandeurs de cette approche-là, c'est que nous limitions en fait nos modules à 1h20, ce qui nous permet de terminer un petit peu plus tôt, donc plutôt que de terminer à 17h45, je vous propose qu'on termine à 17h15, ça fait, je dirais, une après-midi un petit peu plus courte. Et ce faisant, le dernier cours se terminerait également à 17h15 plutôt qu'à 14h15, puisqu'en fait, dans la grille horaire initiale, il n'y aurait qu'un module d'1h30 le 26 du 10, donc en semaine 44. Bon, je vous propose qu'on parte sur cette base-là. Si maintenant vous devriez avoir, je dirais, un problème par rapport à cette manière de travailler, n'hésitez pas à me faire signe. À ce moment-là, on rétablira l'horaire tel qu'il est affiché au calendrier. Hein, mais sinon, par défaut, si ça vous convient, je vous propose donc qu'on utilise la plage horaire 12h45, 17h15 et on fera 2 interruptions d'une quinzaine de minutes. Hein, l'une qui aurait lieu entre 14h05 et 14h20 et l'autre entre 15h40 et 15h55. Voilà pour l'organisation des cours. Je ne sais pas si vous avez une remarque particulière par rapport à ça. Donc, j'espère que vous m'entendez toujours. Oui. Parfait. Alors, un deuxième point qui intéresse toujours assez bien les étudiants et tout particulièrement en début d'année, c'est comment va se passer l'évaluation pas une évaluation de fin d'année, mais l'évaluation de fin de quadrimestre.
Alors, en ce qui concerne ma partie, et il en est de même pour la partie de Thierry Sartenard, on travaille, je dirais, de la même manière. Chez Frankie De Bruyne, c'est un petit peu différent. Il y a une partie théorie et puis il y a une partie exercice. Donc, dans le cas de Thierry Sartenard et moi-même, il n'y a pas d'exercices qui sont explicitement demandés aux étudiants. On montre tout au long du cours des exemples qui sont à considérer finalement comme des exercices où finalement l'exercice c'est l'enseignant, c'est-à-dire Thierry Sartenard ou moi-même qui vont le développer. Mais donc, vous n'aurez pas à faire des exercices lors de l'examen. Par contre, cet examen se focalise essentiellement sur la compréhension du cours. Donc, ce que nous attendons tous les deux, on a, je vous le répète, là, une approche assez similaire. Ce que nous attendons, c'est que vous ayez compris les matières que l'on essaye de vous faire comprendre donc, tout au long de ces sessions de cours. Et cette compréhension, eh bien, elle sera évaluée par une discussion que l'on aura avec vous sur l'un ou l'autre des thèmes qui auraient été abordés pendant le cours. Et il vous sera possible d'utiliser, comme vous le souhaitez, vos notes, que ce soit vos notes de cours, on va en parler tout de suite, des notes de cours, que ce soit des livres, que ce soit des, que ça soit des résumés que vous auriez fait pendant les cours, que ce soit des informations que vous ayez été chercher sur Internet. En fait, finalement, cet examen ressemble assez fort à ce que l'on rencontre dans la vie professionnelle, à savoir, eh bien, dans la vie professionnelle, c'est comme ça que ça se passe. On a un problème à résoudre et puis, bon, ben, le patron, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on trouve une solution à son problème et on peut aller dans les livres, on peut aller sur Internet. Bon, s'il y a les budgets insuffisants, on peut même prendre un avion pour aller de l'autre côté de la planète pour aller chercher l'information dont on a besoin. Donc, l'information, elle est disponible et le rôle de celui qui résout le problème, c'est d'aller chercher l'information où elle se trouve et d'utiliser cette information pour résoudre le problème en question. L'examen se présenterait un petit peu comme ça aussi. Donc, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez avec vous. Donc, si malheureusement, entre guillemets, cet examen doit être réalisé en distanciel, eh bien, il n'y a aucun problème puisque vous pouvez quand même avoir tout ce que vous voulez avec vous. Il n'y aura pas lieu de s'inquiéter de savoir si vous utilisez ou non une information que vous pourriez utiliser ou non, puisque vous pouvez tout utiliser. La seule chose, c'est que l'examen est nominatif, bien sûr. C'est à vous à passer l'examen et pas un copain, d'une part. Et d'autre part, l'examen est individuel. C'est-à-dire que, bon, c'est pas un examen en groupe. Ou sinon, je le répète, vous pouvez avoir avec vous tout ce que vous souhaitez. Alors, lors de l'examen, bon, ben, on vous pose une question. Généralement, la question, c'est un paragraphe du cours. On vous donne une quinzaine de minutes pour vous remettre les idées au clair dans le cadre de ce paragraphe du cours. Et puis après, ben, vous présentez le paragraphe en question, ou le chapitre, le sujet, vous le présentez. Et il s'agit d'un dialogue, c'est-à-dire que vous allez commencer à présenter votre question et tout de suite, on va vous interrompre, on va poser une question complémentaire, on va dire tiens, et est-ce que c'est toujours est-ce que ça se passe toujours comme ça? Ou bien donc, on va ouvrir le débat principalement sur la question que vous avez posée, mais il n'est pas interdit lors de la discussion de déraper sur d'autres questions que sur la question que vous aurez sélectionnée. Alors de nouveau, pour éviter tout effet de surprise, la question que vous aurez sélectionnée, eh bien, on va la mettre à votre disposition. C'est ainsi d'ailleurs que sur Claco, il y a aujourd'hui la liste des questions qui ont été posées l'année passée.
Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore la liste des questions qui ont été posées cette année-ci? C'est parce que bon, la liste de questions, elle est quasiment la même tous les ans, si ce n'est qu'en fonction des chapitres que l'on aurait plus développés ou surtout moins développés, hein, admettons qu'il y ait un chapitre qui ait nécessité un petit peu plus de temps parce qu'il y avait des points qui étaient un petit peu plus difficiles à comprendre. Hein, comme notre priorité, c'est la compréhension, eh bien, pour, je dirais, favoriser la compréhension d'un chapitre, on peut réduire à sa plus simple expression un autre chapitre. Et donc, à ce moment-là, ben, on va revoir la liste des questions sur base de la matière qui aurait été vue. Hein, ainsi, par exemple, je vais prendre l'exemple du tableau Excel qui vous est montré là. Admettons qu'au dernier cours, on n'ait pas le temps de voir les boucles à verrouillage de phase numérique parce que hein, on a passé plus de temps sur les communications en espace libre avec Doppler, par exemple. Eh bien, dans la liste des questions qui sera disponible sur Claco avant l'examen, eh bien, ben, vous ne retrouverez pas les boucles à verrouillage de phase puisqu'on n'en aura pas parlé. Alors, les questions, ben, je peux même déjà vous montrer comment est-ce que l'on va vous présenter ces questions. Ben, les voici. Donc, sur Claco, vous trouverez les notes de cours. Hein, les notes de cours qui sont en fait de temps en temps des notes manuscrites, de temps en temps des notes dactylographiées, mais qui sont plus à voir comme étant je dirais une synthèse, un résumé, que un syllabus exhaustif. Donc, bon, on essaye, aussi bien Thierry que moi-même, lui c'est un ensemble de slides qui présente. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est pendant la présentation orale, j'essaye de développer les différents sujets qui sont repris de manière un peu synthétique dans les notes que vous verrez sur Claco. Alors, ce que je fais, bon, qu'est-ce que je fais? Je prends chaque paragraphe qui est sur Claco, on l'affiche et on en discute ensemble et je les explique. Ça vous facilite la tâche étant donné que vous recevez l'explication directement sur les notes que vous avez reçues. Et donc, il y a un lien direct entre les notes qui vous sont présentées et l'explication. Je dirais que c'est peut-être un peu différent étant donné que ce sont des slides et donc les slides sont peut-être un petit peu plus synthétiques. Quoi qu'il en soit, pour chacun des sujets, l'information qui se trouve dans les notes est suffisante, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'en connaître plus que ce qu'il y a dans les notes. Par contre, comme les notes sont un peu synthétiques, si vous n'avez pas eu l'occasion de participer au cours, eh bien, je vous invite quand même à essayer de vous intéresser au sujet à travers des informations que vous trouveriez sur Internet, parce que les notes sont parfois un peu, un petit peu succinctes. Maintenant, si le caractère succinct des notes vous permet néanmoins de comprendre, tant mieux. Hein, donc, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais donc, si dans les notes, il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, ce que nous essayons dans les notes, c'est de mettre tous les, je dirais, les mots-clés, hein, les informations qui sont importantes et que si vous ne les avez pas compris pendant le cours, ben, vous pouvez aller les trouver sur Internet. Voilà pour ce qui est des notes, donc elles se trouvent sur Claco, hein, ce sont, comme je vous dis, des petits PDF, certains dactylographiés, d'autres écrits à la main, et chez Thierry ce sont des slides. Et sur Claco, vous avez également, nous avons laissé, enfin moi j'ai laissé, Thierry je ne sais pas, je n'ai pas été voir, mais j'ai laissé les questions de l'année passée, donc voilà, je vais les ouvrir, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se présente.
Ce que j'essaie ici, c'est de vraiment démystifier cet examen, comme ça vous savez exactement comment ça va se passer. Vous ne devez pas passer du temps à vous demander mais comment est-ce qu'on va être évalué, etc. Et dans le courant, oui. Je crois qu'on a juste la page Excel qui est partagée et pas l'écran complet. Ah d'accord, je vais Enfin, moi, je ne regarder. vois que la page Excel. D'accord. Comment est-ce que je peux faire je dois arrêter le partage et puis relancer. Bon, je vais arrêter et relancer le partage. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je dois sélectionner le document. D'accord. OK, donc si je sélectionne ceci, là, vous allez voir le PDF. Ça charge. Oui, on le voit. Voilà. Parfait. Donc, en fait, vous avez ici les questions d'examen telles qu'elles ont été posées en janvier 2020. Et bon, je le répète, en janvier 2021, ce sera quasiment la même chose. Mais je vous dis, je mettrai ça à jour en fonction d'un éventuel chapitre qu'on aurait plus développé ou moins développé. Et donc, vous pouvez voir ici, confirmer ce que je viens de vous dire. Donc, c'est un examen dans lequel vous aurez à présenter un des différents thèmes qui est listé plus bas. Bon, on ne va pas dire que c'est une liste de tuyaux, comme disent certains, puisque ça couvre quasiment l'entièreté du cours, mais ça donne la structure de la question, c'est-à-dire que quand vous recevez votre question, vous n'êtes pas étonné, parce que ces questions, vous les aurez déjà vues, et donc, vous ne passerez pas 5 minutes à vous demander ce qu'on vous veut, puisque si la question n'est pas claire, comme les questions sont déjà disponibles maintenant, si la question au cours du cours n'était pas claire, il suffit que vous le demandiez et on développera les points qui éventuellement ne seraient pas clairs. Donc, il s'agit simplement là d'un titre et une synthèse et différents points que l'on va aborder en dessous de chacun de ces titres-là. Et donc, de nouveau, il est rappelé que la priorité sera donnée à l'interprétation des formulations mathématiques exposées au cours, plus qu'à la restitution de développement exhaustif. Donc, on ne vous demandera pas de faire des développements mathématiques exhaustifs, mais par contre, de comprendre quand un signal rentre dans un système, voilà ce que le système peut avoir comme influence sur le signal. Et donc, le signal va se transformer de telle manière. On peut le voir dans l'espace temporel, on peut le voir dans l'espace fréquentiel. Que se passe-t-il quand on échantillonne un signal? Est-ce que quand on échantillonne un signal, c'est-à-dire qu'on prélève des échantillons sur un signal, est-ce qu'avec ces échantillons, on est capable de reconstruire le signal parfaitement ou pas? Si on prend un compact disque, par exemple, et qu'on prend tous les échantillons numériques qui sont sur un compact disque, est-ce qu'il y a moyen de retrouver intégralement la musique, dans le cas d'un compact disque musical, d'un disque musical, est-ce qu'il y a moyen de retrouver intégralement la source musicale? Donc, on va essayer de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et donc, ce sera plus du traitement du signal de manière intuitive que des développements mathématiques. Donc ici, on va peut-être passer rapidement les questions qui ont fait l'objet de l'examen de l'année passée, et qu'on va retrouver dans la liste des sujets qui se trouvent dans le tableau Excel que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on va réafficher. Donc on va parler des signaux déterministes et de la transformée de Fourier. Donc la transformée de Fourier, c'est un outil qui va nous permettre d'analyser un signal non pas dans l'espace temporel, mais dans l'espace fréquentiel. On verra que il y a des choses que l'on voit beaucoup mieux dans l'espace temporel et d'autres choses que l'on voit beaucoup mieux dans l'espace fréquentiel. Et tout l'art du traitement du signal, c'est de se mettre dans l'espace où on voit le mieux les choses. Après ça, on va s'intéresser aux signaux aléatoires. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les signaux aléatoires ont une grande importance en télécommunication, étant donné que
comme je vous disais tout à l'heure, le signal utile, il est généralement entaché de bruit et que typiquement le bruit est un signal aléatoire. C'est clair que le bruit est un signal aléatoire parce que si c'était un signal certain, il serait beaucoup plus facile de le supprimer. Alors ce qu'on va voir dans le cadre de ce cours, c'est que le bruit, on ne sait peut-être pas le supprimer, mais on sait mettre en œuvre des moyens qui nous permettent de le réduire le plus possible. C'est un petit peu tout ça, je dirais, l'objet des télécommunications et du traitement du signal en télécommunication, c'est d'utiliser les moyens qui nous permettent de réduire au maximum le bruit, puisque le bruit, a priori, est un signal qui ne nous intéresse pas. Et je dirais même plus que, bon, ici je parle du bruit qui est un signal aléatoire, mais en théorie, le signal utile en télécom est également un signal aléatoire. Si le signal que vous transmettez dans un système de télécom est un signal certain, il n'est pas nécessaire de le transmettre. Si vous écoutez le JT ce soir, si vous savez dès maintenant ce qui va être raconté au JT de ce soir, bon, ben, ça ne valait pas fort la peine de le transmettre. Donc, je dirais la valeur ajoutée d'un signal de télécom, c'est son caractère non prévisible. Et j'irai même un cran plus loin, il y a des manières mathématiques de mesurer la quantité d'informations dans un signal, et la quantité d'informations dans un signal se mesure par la probabilité d'apparition de ce signal. Plus un signal est improbable, plus il détient une grande quantité d'informations. C'est ainsi que si on vous dit que, je ne sais pas moi, qu'au mois de juillet, il y a eu 10 cm de neige qui sont tombés sur Madrid, eh bien, c'est une information qui est plus riche que l'information qui consiste à dire que en fin juillet à Madrid, ben, il faisait 30 degrés et qu'il y avait du soleil. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que 10 cm de neige à Madrid fin juillet, c'est quand même un fait beaucoup plus exceptionnel, donc plus improbable que qu'il y ait du soleil à la même date. Et donc, on mesure la quantité d'informations d'un message en mesurant sa probabilité d'apparition. Et c'est ainsi, là, je commence, je dirais, à m'écarter un petit peu de notre introduction, mais je crois que ce sont des notions qui sont importantes et que donc ça vaut la peine de les mentionner, quitte à les répéter plus tard dans le cours. Cette mesure de la probabilité d'un message est très utile en télécom parce qu'elle va nous permettre de coder différemment les informations qui sont moins probables que les informations qui sont plus probables. Et si on code un message avec un certain nombre de bits, eh bien, la manière la plus intelligente de coder un message, la plus intelligente en termes d'économie du débit binaire, c'est d'utiliser un nombre de bits plus élevé pour les messages qui sont les moins probables et une quantité de bits moins élevée pour des messages qui sont les plus probables. Et en fait, bon, ce n'est pas un scoop des mathématiques qui sont reliées aux télécommunications. La langue française ou la langue anglaise ou n'importe laquelle des autres langues travaille comme ça. Les mots qui détiennent peu d'informations, comme le, la, de, un, une, etc., sont des mots beaucoup plus courts, que des mots moins probables qui sont beaucoup plus longs. Et donc, les mots les plus longs détiennent plus d'informations que les mots les plus courts. Dans une langue, c'est généralement comme ça que ça se passe.
Eh bien, en télécom, on va faire la même chose. Si vous devez coder un signal source, eh bien, les codeurs intelligents, eh bien, ils vont utiliser plus de bits pour coder des informations moins probables et moins de bits pour coder des informations plus probables, ce qui va offrir une économie sur le nombre de bits à transmettre. Donc, ceci justifie l'intérêt qu'on va porter aux signaux aléatoires. La question suivante, mais bon, voyons-la plutôt comme un chapitre suivant ou un paragraphe suivant, va s'intéresser aux notions d'échantillonnage et de signaux discrets. Alors, l'échantillonnage, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération qui consiste à prendre un signal analogique et à prélever sur ce signal analogique des échantillons. Mathématiquement, le plus fréquent est de prélever les échantillons de manière équidistante dans le temps et à ne transmettre que ces échantillons, et ces échantillons seront transmis donc de manière numérique. Et donc, l'échantillonnage consiste à prélever des échantillons de manière équidistante sur un signal analogique, et l'opération qui permet de remplacer ces échantillons par des nombres binaires n'est pas seulement l'échantillonnage, mais l'échantillonnage suivi de la quantification. L'échantillonnage, ça permet de remplacer un signal qui continue dans le temps par un signal qui est prélevé à des instants discrets. Donc, on a déjà gagné sur le fait que, à la place de prélever à tout instant, on prélève à des instants discrets. Mais de plus, à chaque instant où on a prélevé la valeur d'un échantillon, eh bien, on va essayer de le coder avec un nombre limité de bits. Parce que s'il nous faut un nombre infini de bits pour coder les échantillons, ben, on n'a rien gagné. La transmission va nous demander également un nombre infini de bits. Donc, l'échantillonnage est l'opération qui consiste à construire des échantillons à partir d'un signal analogique. Et la quantification est l'opération qui, à partir des échantillons, construit une séquence de mots binaires ou d'un autre type de codage que le codage binaire. Ça peut être hexadécimal ou autre. Voilà. L'avantage de l'échantillonnage par rapport à la quantification, c'est que l'échantillonnage peut être traité de manière assez facile, de manière mathématique. La quantification est un peu plus compliquée et nécessite qu'on considère la quantification, enfin souvent on considère la quantification comme étant du bruit, parce qu'elle est à voir comme étant une composante aléatoire sur le signal utile. L'échantillonnage et les modèles mathématiques permettent de modéliser l'échantillonnage assez facilement sur base des mathématiques des systèmes linéaires et invariants dans le temps. On va également s'intéresser à la transformée de Fourier d'une séquence discrète. Effectivement, si l'échantillonnage présente un attrait certain, eh bien, on va essayer de modéliser, d'analyser les signaux échantillonnés à partir d'une transformée de Fourier et qui donc ne sera plus une transformée de Fourier d'un signal analogique, mais sera une transformée de Fourier d'une séquence discrète. Et on va même aller un cran plus loin, c'est que on ne va pas seulement s'intéresser à la transformée de Fourier d'une séquence discrète, mais on va essayer de rendre discrète cette transformée de Fourier de manière telle que le signal représenté par ces échantillons dans le temps, dans l'espace temporel, peut également être représenté par des échantillons dans l'espace fréquentiel. Donc c'est également un sujet qui va nous intéresser assez fort. Donc comment est-ce que on peut représenter dans l'espace fréquentiel de manière discrète un signal qui est discret dans l'espace temporel. On passera assez rapidement sur la notion également de transformer de la place et de transformer en Z. Elles seront vues de manière beaucoup plus développée
par Frankie de Bruijn dans le cadre de son cours, mais on en parlera quelque peu parce que on verra que toutes ces transformées sont reliées entre elles et le fait de bien voir le lien qui existe entre toutes ces transformées va nous permettre, du moins je l'espère, à comprendre beaucoup mieux ce qui se passe derrière ces transformées. Plutôt que de voir le cours comme étant un ensemble de chapitres distincts avec des transformés, transformés de Laplace, transformés en Z, transformés de Fourier, transformés de Fourier discret, etc. On va voir qu'il y a un lien entre toutes ces transformées et que dans quelles circonstances on va utiliser l'une et dans quelles circonstances on va utiliser l'autre. Et donc, comme j'ai essayé de vous faire comprendre tout à l'heure, mais que je me permets de répéter ici, il y a une réelle complémentarité entre ce cours-ci et le cours de Frankie de Bruijn. En dehors du fait donc que ce cours-ci se focalise sur des aspects télécommunications, il va vous permettre d'avoir plus d'intuition sur les notions qui sont enseignées par Frankie de Bruijn. Par contre, les développements mathématiques, je ne ferai que les citer. Bon, ben dans les notes, par moment, je les démontre de manière telle que j'acquiers votre conviction qu'ils sont corrects, mais on ne passera pas énormément de temps à faire des démonstrations explicites. On va passer plus de temps à essayer d'interpréter le traitement des signaux plus qu'à faire des démonstrations mathématiques. Bon, il n'en reste pas moins que, comme je le disais au début du cours, des signaux, la meilleure manière de les voir, c'est en mettant sur ces signaux des équations, et donc, le cours est néanmoins un cours fort orienté vers les mathématiques. Donc, transformer de Laplace, transformer en Z, et donc on va faire une synthèse, on va mettre en évidence donc les relations, les similitudes et les différences qu'il y a entre toutes ces transformées. Après ça, on va s'intéresser à la représentation discrète des signaux, mais dans une approche un petit peu plus globale que l'approche qui consiste à échantillonner un signal. Ainsi, par exemple, si je prends une sinusoïde et que je veux transmettre cette sinusoïde de manière numérique, bon ben, l'échantillonnage est une opération que je peux utiliser pour transmettre ma sinusoïde de manière numérique. Et pour transmettre une sinusoïde de manière numérique, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever toute une série d'échantillons sur ma sinusoïde, et je peux mettre tous ces échantillons sur un compact disque ou je peux envoyer tous ces échantillons sur une antenne d'émission pour envoyer les échantillons de cette sinusoïde à un récepteur. Maintenant, je peux faire autre chose qui est beaucoup plus efficace, c'est simplement dire mon signal est sinusoïdal et donner la fréquence, la phase et l'amplitude de ma sinusoïde. Et donc, avec 3 nombres, je peux construire ma sinusoïde. Donc, tout ça pour dire que l'échantillonnage n'est pas nécessairement la manière la plus efficace de coder un signal. Et donc, on va s'intéresser dans le paragraphe de la représentation des signaux discrets à une façon de représenter les signaux par des vecteurs. On verra que l'on peut représenter un signal par un vecteur et, ce faisant, traiter les signaux comme étant des vecteurs dans un espace vectoriel. Et on verra qu'on peut parler de produits scalaires entre 2 vecteurs, qu'on peut parler d'orthogonalité entre 2 vecteurs et qu'automatiquement, ces notions vont pouvoir être transposées à des signaux. On va pouvoir parler de signaux orthogonaux, on va pouvoir parler de convolution ou de corrélation, plus exactement, de corrélation entre 2 signaux. Et donc, tout ça va apparaître plus clairement lorsque l'on s'intéressera à la représentation des signaux. Et attendez, parce que je suis en train de parler d'autre chose que ce qui est ici devant moi.
Ah oui, la représentation discrète des signaux. Oui, donc non, je n'ai rien dit. Donc dans la représentation discrète des signaux, on s'intéressera à représenter les signaux par des vecteurs, ce qui va nous permettre de traiter des signaux comme des vecteurs et utiliser toute la puissance des mathématiques des espaces vectoriels pour manipuler les signaux. Alors après ça, c'est la question 9, là, au chapitre 9. On va s'intéresser également à la représentation des signaux et des systèmes passe-bande. Il se fait effectivement qu'en télécom, bien souvent, les signaux transmis sont dans le canal de transmission, ils se présentent sous forme passe-bande. C'est-à-dire que l'information utile occupe une bande de fréquence. Bon, on n'a pas encore parlé de la transformée de Fourier, mais enfin, la notion de bande de fréquence, je suppose que c'est quand même une notion qui ne vous est pas tout à fait, je dirais, étrangère. Et donc, on va se rendre compte que l'information utile est échangée entre une antenne et une autre antenne ou entre différents émetteurs et différents récepteurs. Elle est transmise dans une bande de fréquence relativement étroite. Alors, pourquoi est-ce qu'en télécom, l'information utile est transmise dans une bande relativement étroite? Eh bien, c'est essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce que en transmettant l'information utile dans une bande étroite, on peut construire plusieurs bandes étroites et permettre à plusieurs utilisateurs différents de partager un même canal de transmission. Les utilisateurs 1A et 1B utiliseront la bande de fréquence A. Les utilisateurs 2A et 2B utiliseront la bande de fréquence 2 et ainsi de suite. Et donc, on peut transmettre des informations différentes dans le même canal de transmission. C'est ainsi que quand vous allumez la radio dans votre voiture, eh bien, vous pouvez choisir une station d'émission, alors que la voiture qui est derrière vous a sans doute choisi une autre station d'émission, tout simplement parce que vous vous êtes focalisé sur la bande qui correspond à l'émission qui vous intéresse, et lui également, et que ces bandes sont différentes. Ça, c'est une des raisons pour laquelle souvent en télécom, on sépare, on découpe le canal de transmission en bande de fréquence. Une autre raison pour laquelle l'information utile est souvent amenée dans une bande passante relativement étroite, c'est pour bénéficier des propriétés du canal de transmission dans certaines bandes de fréquence. Ainsi, par exemple, une antenne, pour qu'une antenne rayonne, il faut que les dimensions de cette antenne soient non négligeables. Et surtout, si on souhaite une antenne directive, il faut que les dimensions de cette antenne soient non négligeables par rapport à la longueur d'onde. Et donc, si on veut que notre antenne puisse rayonner correctement, eh bien, il faut amener le signal utile dans une bande de fréquence qui permet à cette antenne de rayonner. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle on est souvent amené à traiter des signaux passe-bande. Et donc, l'objet de ce paragraphe-ci, le paragraphe qui fait l'objet de la question 9, concerne la manière avec laquelle on peut modéliser un signal qui est passe-bande. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Je vous ai dit qu'on pouvait partager un canal de transmission en le découpant en bandes de fréquence et en mettant les utilisateurs dans des bandes différentes. Il y a d'autres manières de découper un canal de transmission. On peut ainsi, par exemple, le découper dans le temps. Le découper dans le temps, c'est-à-dire permettre à un utilisateur de parler à un certain moment, et puis on lui demande de se taire, et puis c'est le suivant qui parle. Enfin, vous verrez tout ça dans le cadre de ce cours-ci, plus spécifiquement dans le cadre de la partie qui est donnée par Thierry Sartener, puisque lui se focalisera sur les modulations et sur le multiplexage en temps, en fréquence, et probablement qui parle également de multiplexage en code. Après ça, on va parler des boucles à verrouillage de phase. Les boucles à verrouillage de phase sont en fait des systèmes asservis
Hein, vous avez sans doute déjà eu des cours sur les systèmes asservis, et si pas, vous en aurez très certainement. Et vous verrez que la boucle à verrouillage de phase est un système asservi qui est particulièrement utile en télécommunication, étant donné qu'il permet de manipuler la phase d'une sinusoïde. Et manipuler la phase d'une sinusoïde est intéressant en télécommunication, étant donné que l'information que l'on transmet se trouve souvent inclus dans la phase du signal, pas seulement dans la phase du signal, également dans l'amplitude du signal, mais le fait de retrouver l'information dans l'amplitude est souvent plus facile à comprendre que de retrouver l'information dans la phase. Et donc, on va voir que la boucle à verrouillage de phase est une manière, est un système qui permet assez facilement de retrouver l'information qui serait dans la phase d'un signal. Après ça, avec tous les éléments que l'on aura abordés jusque-là, on va s'intéresser à la représentation d'un système de transmission. Donc, on va voir comment on représente l'émetteur, comment on représente le récepteur et comment on modélise le canal de transmission. Donc, dans la plupart des systèmes de télécom, on doit modéliser l'émetteur, on doit modéliser le récepteur, on modélise le canal de transmission et on fait des calculs ou des simulations qui nous permettent de voir que le signal utile à l'entrée de l'émetteur se retrouve le mieux possible à l'entrée du récepteur. Alors, quand je dis le mieux possible, ça dépend des applications. Si on parle par exemple d'une liaison numérique, eh bien, cette liaison numérique, le niveau d'erreur binaire toléré sera plus élevé dans le cas d'une transmission vocale. Dans le cas de transmission vocale, si sur quelques centaines de bits transmis, il y en a de temps en temps un qui est erroné, bon, ben, ça va faire un petit couac dans la voix qui a été transmise, mais ça n'est pas trop grave. Par contre, s'il s'agit de transmettre des données bancaires, bon, ben, une erreur d'un bit sur le numéro d'une carte de crédit, c'est quand même plus gênant. Et donc là, le niveau d'exigence en termes de qualité de la liaison est différent. Et donc, dans le cadre de ce cours, on va mettre un petit peu en évidence tout ça. Et dans le cadre de ce cours, et en particulier dans le cadre des cours de télécom de 4e et de 5e, parce que vous allez encore avoir des cours de télécom en 4e et en 5e, ben, on va voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la qualité d'une liaison correspond à la demande du client, parce que finalement, c'est la demande du client. La qualité d'une liaison audio n'est pas la même que la qualité d'une liaison vidéo et ainsi de suite. Et la qualité d'une liaison vidéo, elle n'est pas la même si on se limite à de la vidéo à simple définition ou de la vidéo en haute définition. Et on va voir donc comment est-ce qu'on peut modéliser le canal de transmission. Le canal de transmission, c'est quoi? Le canal de transmission, c'est ce qui se passe entre l'émetteur et le récepteur. Alors, dans une liaison par satellite, le canal de transmission, c'est tout ce qui se passe entre l'antenne d'émission qui est au sol, par exemple, et l'antenne qui est à bord du satellite. Ou inversement, entre l'antenne qui se trouve à bord du satellite et l'antenne qui est au sol. Et bon, qu'est-ce qui se passe entre ces deux antennes? Si le satellite est relativement loin, un satellite géostationnaire, il est quand même à 36 000 km de la Terre, il y a une atténuation, ou je n'aime pas trop le terme atténuation, mais il y a une dispersion des ondes qui fait que le signal qu'on reçoit au niveau de la Terre est relativement faible. Et puis, le signal, il passe à travers l'atmosphère, il subit aussi des perturbations dans l'atmosphère. Il subit, il y a les effets Doppler qui interviennent, etc. Donc tout ça, c'est ce que l'on met en évidence dans la modélisation du canal de transmission.
Donc ça, c'est pour une liaison bien gentille entre une station terrestre et une station satellite. Si maintenant on s'intéresse à une liaison radio sur Terre, hein, entre un smartphone et une antenne de réseau GSM, hein, ou de 4G, de 5G, eh bien là, la propagation se fait de manière finalement beaucoup plus compliquée parce que l'utilisateur ne reçoit pas seulement le signal direct qui est émis par l'antenne, mais en plus de ce signal-là, il reçoit en fait le signal émis par l'antenne qui lui arrive par 36 chemins indirects. Hein, si on a la chance de voir l'antenne des yeux, eh bien, on a le signal qui vient de manière directe à partir de l'antenne d'émission. Mais on a également le signal qui réfléchit sur un building un petit peu plus loin, le signal qui réfléchit sur le plafond du local dans lequel on se trouve, etc. Et donc finalement, le signal que l'on reçoit, c'est une soupe dans laquelle on a la somme de signaux réfléchis. Alors pourquoi est-ce que c'est une soupe? Parce que chaque signal réfléchi, il a subi une transmission qui a pris un temps de propagation différent, puisque si le trajet qu'il a parcouru est plus long, ben, il arrive en retard par rapport à celui qui arrive par un trajet plus court. Et donc tout ça fait que les signaux que l'on reçoit sont le signal utile plus une valeur retardée du signal utile plus une valeur encore plus retardée du signal utile et ainsi de suite. Et tout ça avec des déphasages différents et même avec des effets Doppler différents parce que hein, si on se déplace, admettons qu'on est dans un véhicule, eh bien les signaux qui nous arrivent et qu'on se déplace face à la station d'émission, ben, les signaux qui nous arrivent de la station d'émission vont être reçus si on se rapproche de la station d'émission, vont être reçus à une fréquence plus élevée que ceux qui nous arrivent dans le dos, hein, après s'être réfléchi sur les obstacles qui sont derrière nous. Donc tout ça pour dire que la modélisation d'un signal en radio mobile est relativement compliquée et il est important de pouvoir modéliser le canal de transmission parce que c'est sur base de la modélisation du canal de transmission que l'on va pouvoir construire notre émetteur et de construire notre récepteur pour utiliser au mieux le canal de transmission. Un autre canal de transmission qui va nous intéresser aussi, qu'on évoquera dans le cadre de ce cours, c'est la communication sur une paire de cuivre, hein, tels que les signaux que vous recevez entre le réseau Internet et le modem que vous avez chez vous. Hein. Tous les signaux vous arrivent, sauf si vous avez la chance d'avoir une fibre optique qui vient directement chez vous, mais la plupart des abonnés reçoivent encore le signal Internet via une paire de cuivre. Hein, cette paire de cuivre n'est rien d'autre que la paire de cuivre qui a été installée dans les trottoirs il y a à peu près un siècle pour transmettre la voix. Ben, aujourd'hui, on transmet les données à plusieurs dizaines de mégabits par seconde. Et donc, pour pouvoir transmettre des données numériques sur des paires de cuivre torsadées qui, au départ, étaient destinées à transmettre des signaux qui allaient jusqu'à quelques kilohertz et que maintenant on utilise ces paires de cuivre jusqu'à plusieurs mégahertz, eh bien, il faut pouvoir modéliser, hein, s'intéresser à savoir comment se comporte la paire de cuivre face à des signaux à plusieurs mégahertz de manière telle que on puisse construire des émetteurs et des récepteurs qui sont capables de bénéficier de tout ce que le canal de transmission peut nous offrir. Voilà pour la représentation des systèmes de transmission. Bon, ben, l'année passée, on a principalement couvert ces 12 points-là. Et donc, comme vous le voyez, ben, ces 12 points-là ont chacun fait l'objet d'une question posée à l'examen. Et en dessous de la question, vraiment pour vous mâcher la besogne, hein, j'ai même mis les paragraphes des notes de cours dans lesquelles se trouve l'information
associés à cette question, et en plus, en dessous, j'ai mis tous les sujets qui seraient bons de débattre si vous tombez sur cette question-là. Alors, il est clair que l'examen étant relativement court, on a une dizaine ou une quinzaine de minutes par question, il n'est pas faisable de débattre de manière explicite l'ensemble de ces points, mais en fait, ça vous donne une ligne directrice des points qui sont pertinents dans le cadre de cette question. Et donc, dans le cadre de cette question, on abordera l'un ou l'autre, ou si on parvient à les aborder tous de manière synthétique, ou si on ne parvient à n'en aborder que l'un ou l'autre de manière un petit peu plus en profondeur, tout ça dépendra du débat, hein, puisqu'il s'agit d'un dialogue entre l'interrogateur et l'étudiant. Donc, ça se passe vraiment comme un dialogue. Si maintenant l'étudiant éprouve une certaine difficulté à progresser dans son exposé, dans son développement, l'interrogateur est là pour l'aider à lui donner des points lui donner des éléments qui lui permettent de ne pas rester calé pendant 10 minutes sur une question qui le perturbe, mais lui permet de sortir de l'ornière et continuer le débat. Voilà, c'est une introduction ici qui montre donc comment je vous propose qu'on s'organise dans le cadre de ce cours et comment est-ce que nous envisageons de coter cette manière d'avoir intégré correctement le cours en question. Donc, je vais revenir ici avant que nous commencions de manière explicite. Je vais revenir. Ah oui, je vois qu'il y a une demande pour la fenêtre partagée. Donc là, je vais revenir sur attendez, parce que voilà, donc là je vais reprendre. Je vais reprendre ce petit slide-ci, cette fenêtre-ci, qui vous montre ce qui est disponible sur Claco, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller. Donc, sur Claco, vous allez trouver les notes de cours, hein, donc les différents paragraphes ou chapitres qui vont être développés pendant le cours et que on a passé rapidement en revue tout à l'heure à partir de la liste des questions, puisque vous allez également retrouver donc la liste des questions dont on a parlé tout à l'heure, et vous allez également trouver un ensemble de slides que j'ai préparé il y a quelques années pour faire une petite synthèse du traitement du signal et du traitement numérique plus spécifiquement. Du traitement numérique du signal, on m'avait demandé de faire une petite synthèse. Je vais m'assurer que vous l'avez bien sur les fenêtres partagées. Voilà. Donc ici, je vous ai donné une liste de slides qui font un petit peu la synthèse, je ne vais pas dire de l'ensemble du cours, il y a des sujets dans le cadre de cette présentation que nous allons aborder dans le cours et qui ne se retrouvent pas dans cette présentation. Mais c'est une présentation qui avait pour ambition
de présenter en 40 slides, je crois qu'il y en avait 40, oui, en 40 slides, présenter de manière assez globale, assez générale, le traitement du signal, donc l'échantillonnage, les transformés de Fourier analogiques, transformés de Fourier discrètes, etc., la quantification. Et donc, je vous ai donné cet ensemble de slides. Ça vous permettra aussi je dirais, d'avoir une petite vue synthétique sur le traitement du signal en général. Ce que j'ai essayé de faire dans ces slides, il s'adressait plutôt à des gens qui étaient plus familiers dans le traitement analogique des signaux que dans le traitement numérique. Et ce que j'ai essayé à travers de ces slides, c'est de leur montrer que finalement, le traitement numérique du signal, c'est très ressemblant au traitement analogique. Il y a simplement certaines spécificités liées au fait que nous traitons des échantillons discrets et qui ont pour conséquence, cette spécificité a pour conséquence qu'il a fallu redéfinir la transformée de Fourier, la transformée de Laplace pour tenir compte de cet échantillonnage, et c'est ce qui nous guide à définir d'une certaine manière la transformée en Z d'une séquence et la transformée de Fourier d'une séquence. Donc ça montre le lien entre la transformée de Fourier, la transformée en Z, la transformée de Laplace et la transformée de Fourier discrète. Bon, bien, je vous propose qu'on fasse une petite interruption. On se retrouve à, disons, 14h20, comme ça vous avez l'occasion d'aller prendre une tasse de café ou autre. On reprendra le cours à 14h20 et donc là, on repassera assez rapidement sur l'ensemble des sujets qui vont être abordés durant les différents modules du cours. Et bon, il n'y a pas de secret. On va retrouver là la plupart des sujets que je vous ai montrés qui faisaient partie intégrante de la liste des questions de l'examen de janvier. Et puis après ça, on va commencer donc par les signaux déterministes et la transformée de Fourier. Alors j'insiste, n'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre. Je ne suis pas des plus virtuoses dans l'utilisation de Teams, mais je vois quand même de temps en temps des messages. Donc, si vous m'envoyez un message et que je le vois, je me ferai un plaisir de répondre à votre question. Vous devriez normalement également avoir la possibilité d'intervenir oralement, donc n'hésitez pas à intervenir et à m'interrompre en plein milieu du débat. C'est comme si nous étions dans une salle de cours. Il est bien souvent plus intéressant d'intervenir directement au moment où la question se pose. Ça permet de ne pas rester bloqué pendant un quart d'heure et 20 minutes et de perdre le fil de la discussion. Il y a certaines circonstances, telles que les présentations en public qui sont faites devant des grands auditoires où les orateurs préfèrent que l'ensemble des questions soient posées à la fin de l'exposé. Bon, ça permet un meilleur contrôle du timing. Mais ici, bon, nous ne sommes pas dans ce contexte-là, donc n'hésitez pas d'interrompre tout de suite. Il est préférable que vous interrompiez maintenant et que je vous réponds, vous allez avoir réponse à votre question dans 10 minutes, plutôt que d'éviter de m'interrompre pendant une demi-heure, et puis après une demi-heure, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus trop bien compris tout le fil de l'histoire, et puis vous n'osez plus m'interrompre, parce que sinon, vous allez avoir l'impression que j'ai compris qu'il y a une demi-heure, que vous ne comprenez plus rien. Donc, n'hésitez pas, vous m'interrompez au moment où vous ne comprenez pas, et surtout, n'ayez crainte que je m'inquiète que vous n'ayez pas compris pendant une demi-heure ou même pendant 2 heures. Si au cours suivant,
vous avez une question qui concerne un point abordé au cours précédent, n'ayez pas peur de la poser. Je le répète, l'objectif de ce cours est un objectif de vous amener à comprendre le traitement du signal et donc tous les moyens pour que vous compreniez seront développés. À savoir, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, même 2 fois, même 3 fois, même dans 3 cours, une question qui traite du premier cours, un point qui n'a pas été clair, on le répète, et soyez sûr que c'est peut-être un point qui n'est pas clair dans votre esprit, mais l'explication de ce point est probablement bénéfique pour bien d'autres qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de poser la question ou qui ne se sont peut-être pas rendu compte que finalement ce point ils n'avaient pas très bien compris non plus. Alors, donc, avant cette interruption, je vais simplement vous rappeler que à chaque cours, je fais un résumé, une synthèse de ce qui a été vu au cours précédent, c'est-à-dire qu'on consacre facilement un bon 50 voire 60 minutes, une petite heure, à faire une synthèse des 3 modules, donc des 4 heures du cours précédent. Ça permet de montrer, de présenter une synthèse de ce qui a été vu, donc ça vous aide à avoir un esprit de synthèse et ça vous permet de reposer des questions sur des points qui n'auraient pas été clairs. Voilà, donc je vous propose qu'on interrompe. Allez, comme j'étais un petit peu plus loin, là je vous propose qu'on commence à... Allez, on recommencera à 14h25 pour le module suivant, donc qui terminera l'introduction de ce cours, et puis on passera sur les signaux déterministes. Voilà, à tout de suite alors à 14h25.